juin et le 20, enfin voilà, le 22 juin officiellement, c'est la journée nationale du don d'organes, du don en général, et principalement le don d'organes. Et donc Picherande, eh ben, comme toute société, hein, on a eu plusieurs cas de patients qui ont bénéficié en tout cas d'un don d'organes. Donc c'était important de faire une manifestation pour encourager, voilà, pour en parler. L'essentiel, comme dit la devise, hein, l'essentiel c'est d'en parler. Pour ou contre, l'essentiel c'est d'en parler. On est village ambassadeur du don d'organes depuis l'année dernière, depuis décembre 2025. Demander d'être village ambassadeur, on peut être personne ambassadeur, on peut être station ambassadrice, on peut être école de ski ambassadrice. Ça sera un petit peu l'inauguration de ce label. Voilà. Donc il va y avoir une randonnée, il va y avoir cet après-midi une conférence avec le professeur B du CHU de Clermont-Ferrand qui est également président du conseil d'administration de l'agence biomédecine. Donc il va nous parler de tout ce qui est éthique autour des dons d'organes. Le village de Picherande a été labellisé village ambassadeur du don d'organes l'automne dernier. Le principe est assez simple, hein, et j'encourage chacune et chacun d'entre vous, si vous êtes élu, si vous êtes président d'association ou si vous en tout cas vous êtes dans un collectif, vous pouvez labelliser. Peu importe le collectif, voilà, le message est clair, pour ou contre. C'est pas la question, l'essentiel c'est d'en parler. Ça se résume à cette devise, les dons en général. Du coup, la commune étant labellisée depuis l'automne dernier, dans un deuxième temps, on avait dit on planterait l'arbre de la vie, voilà. Et également, il y a un petit panneau avec une petite charte graphique de l'association Adot 63. D'être venu ici à Picherande. Voilà, mon nom c'est Jean-Pierre Chanet et je suis vice-président de l'association Une Nouvelle Équipe pour la Vie, qui milite surtout pour le don de moelle osseuse. Donc le moelle osseuse, le professeur Jacques-Olivier B, tout à l'heure vous en parlera beaucoup mieux, puisqu'il est professeur du centre de recherche et il dirige le service d'hématologie de l'hôpital d'Estaing. C'est notre grand chef qui nous permet de vivre. Donc moi j'ai été greffé de moelle osseuse suite à une leucémie. Donc les greffes de moelle osseuse s'appliquent surtout en grande partie aux personnes atteintes de leucémie. Nous sommes partenaires avec la DOT, hein, puisqu'on fait partie des dons d'organes et de tissus humains. Voilà, notre association est basée à Orsine, mais on couvre toute la région Auvergne, un peu comme la DOT, quoi, on n'a pas de limite de commune. Nous sommes forts d'une trentaine d'adhérents et nous avons comme grand partenaire le CHU d'abord de Clermont, mais aussi l'EFS, l'établissement français du sang, où nous sommes présents dans la plupart des collectes de sang pour sensibiliser les gens et s'inscrire sur le fichier donneur de moelle osseuse. Quand on a une leucémie, en fait, on a une chance sur 1 million de trouver quelqu'un de compatible. Et pour trouver cette personne-là, il faut qu'elle soit inscrite sur un fichier international. Donc notre travail à nous, c'est déjà en partie de sensibiliser les gens à s'inscrire sur ce fichier de moelle osseuse. Si vous voulez des renseignements, vous venez nous voir. Il y a 2 autres membres de l'équipe qui sont en train de marcher pour la bonne cause et qui seront là tout à l'heure. Donc on sera repérable avec des petits t-shirts. Vous n'hésiterez pas à nous poser des questions. Nous avons les réponses. Merci à vous, merci à la commune de Picherande de nous accueillir parce que c'est vraiment magnifique. Attendez. Bonjour. Enchanté, bienvenue. Je suis le maire de Picherande. Voilà. Accessoirement, là, c'est la mère du maire, voilà, avec 2 orthographes. Bon. Merci de venir surtout. On attend beaucoup, hein. Non. Voilà, c'est important sur une journée comme ça qu'on ait une approche avec votre regard. En fait, le combat par rapport à la greffe au sens général du terme, c'est 30 ans, la greffe de moelle osseuse, puisque j'ai commencé par la greffe de moelle osseuse. Et la greffe au sens général du terme, c'est-à-dire organes, tissus et donc de cellules de la moelle osseuse, eh bien c'est finalement depuis une dizaine d'années et surtout depuis ma présidence au conseil d'administration de l'agence de la biomédecine. Voilà, donc 6 à 10 ans, on va dire, pour la globalité de ce qu'on appelle la greffe. Le problème n'est pas ceux qui sont volontaires et qui ont déjà exprimé le souhait d'être donneurs,
à un moment ou à un autre de leur vie, quel que soit le don d'ailleurs. Hein. Un donneur, par exemple, pour un vivant au regard d'un rein, un donneur par rapport aux cellules de sa moelle osseuse, ou malheureusement, si on décède, de pouvoir donner ses organes. J'oserais dire que ces personnes-là sont plus à convaincre, c'est surtout les voisins, les collègues, globalement nos citoyens ou citoyennes qui sont un peu réfractaires à ce don. Et comme on sait aujourd'hui qu'il y a plus de personnes en demande d'organes que de donneurs potentiels, ben oui, il faut surtout, entre guillemets, pas rater la moindre possibilité d'avoir un don d'organes. Et c'est ça qu'il faut combattre. Oui, ça va être intéressant d'avoir son avis sur les greffes et sur l'évolution des greffes en France. Oui. On est là avec la CPTS pour faire de la prévention, surtout pour les dons d'organes, l'insuffisance rénale, tout ça. C'est la première cause, le greffon rénal, c'est la première cause de greffe en France. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de prévention qu'on pourrait faire, qui n'est pas faite souvent chez les gens. Ils pensent que leur rein, c'est secondaire par rapport au cœur, mais finalement, c'est les mêmes risques. Donc moi, je suis venue aujourd'hui avec des petites questions. Voilà, c'est ludique, faire de la prévention. Merci d'être venu à Picherande pour cette journée. Donc il y en a qui sont là depuis ce matin, d'autres qui sont arrivés à la mi-journée, d'autres qui vont rester plutôt en soirée. En tout cas, c'est une journée, une belle journée dédiée à une cause noble, le don d'organes, le don en général. Voilà, je trouve que c'est une cause noble et puis qu'il faut soutenir et parler, comme le dit la devise du don d'organes, c'est pour ou contre, peu importe, l'essentiel c'est d'en parler. Donc le professeur, il va se présenter. Ma mère m'a dit, regarde son pédigré, je dis, il y en a long comme le bras, je vais le laisser faire. Je sais qu'il a un emploi du temps ultra rempli. Je sais aussi que le week-end, c'est dédié aussi à un temps familial et que ce week-end-là, il avait un temps familial important, mais qu'il a pris dans son emploi du temps un créneau pour venir témoigner sur cette journée. C'est vraiment voilà, une marque de sympathie, une marque d'engagement. Forcément, c'est toute sa vie, l'engagement sur le don d'organes, mais voilà, je suis vraiment très touché que vous ayez pris du temps sur ce week-end qui était dédié à votre famille pour venir partager un petit moment avec nous à Picherande. Voilà, donc ça me touche beaucoup et je pense que je peux associer l'ensemble des gens qui sont dans cette salle et puis toute la population de Picherande pour cette démarche. Et comme je l'ai dit en aparté, je viens d'une famille très simple qui étaient mes arrière-grands-parents des métayers purs et durs. Vous voyez, mes grands-parents étaient tous les 4 instituteurs. Et donc j'ai vécu un peu dans cette atmosphère finalement de concept du public, de la vie publique et du don public. Et j'ai dédié un peu ma vie, en tout cas, à ce qui est la médecine, ayant la particularité de ne pas avoir de conflit d'intérêts, étant donc un homme libre. Et ça me permet d'exercer mon métier du mieux possible. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la greffe de façon très générale et je vais vous parler plus spécifiquement de la greffe d'organes et je vais le faire en qualité de greffeur de moelle osseuse, puisque c'est ma formation, donc j'en suis désolé, je ne suis pas greffeur d'organes. Et je n'ai pas encore été donneur, peut-être qu'un jour je le serai malheureusement, ou alors je serai peut-être donneur vivant, je ne sais pas, mais je n'ai pas non plus été donneur de moelle osseuse encore, peut-être qu'un jour je le serai aussi, mais voilà. Je le fais aussi au titre de l'Agence de la biomédecine que j'ai l'honneur de présider, et donc je vais la représenter en tant qu'agence. Et ma présentation, du coup, va avoir plusieurs parties successives. La première va être celle de vous présenter l'agence. Et je m'en excuse, mais je pense que c'est important qu'en tant que citoyenne, citoyen, vous compreniez ce que c'est qu'une agence de l'État. Et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, elles sont parfois un peu vilipendées, parfois un peu discutées. On parle de réunions, de modifications, de disparitions. Mais vous verrez combien elles sont importantes, et en tout cas pour ce qui nous concerne ici, combien finalement c'est un bien public qu'il faut quand même qu'on préserve. Voilà, au service de tous les patients. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Je travaille au CHU de Clermont-Ferrand, où je m'occupe du service d'hématologie et du service d'oncologie médicale de l'Agence de la biomédecine. J'ai mis point de suspension, alors je ne sais pas si des gens ont la réponse à cette question, mais vous allez voir que l'Agence de la biomédecine, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas, mais vous allez voir combien elle est importante et combien tous les jours elle correspond à des petites minutes de votre vie au quotidien. Alors d'abord, c'est un établissement public.
Donc les financements sont exclusivement publics, ce sont vos impôts qui la financent, et elle n'a aucune subvention autre que, pour le coup, vos impôts. Elle relève du ministère de la Santé. Alors, j'ai mis ministère de la Santé, mais le nom change en général dès qu'on a des changements de ministre. Alors, globalement, c'est le ministère de la Santé. Et puis, ce mot un peu particulier ne veut pas dire que c'est un chirurgien public, hein, c'est un opérateur, c'est une agence de l'État qui finalement est au service, pour le coup, de l'État par rapport à des missions que l'État va lui donner. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'elle a été créée par une loi qui comporte beaucoup d'un certain nombre de données multiples et variées, mais notamment la création de l'Agence de la biomédecine. Et le petit clin d'œil, c'est que vous voyez que ça se rajoute à de l'éthique. Ça se rajoute à de l'éthique autour de la biologie. Comment est-ce qu'autour de la biologie, il y a de l'éthique? Ben oui, parce qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Quand on donne, il faut savoir pourquoi. Quand on donne, quand on fait de la recherche, par exemple, il faut que ce soit fait dans des bonnes conditions. Et vous verrez que c'est cette agence qui a une certaine éthique par rapport à la biologie. Alors, elle est spécialisée dans un certain nombre... Alors, l'autre petit clin d'œil, c'est que vous voyez qu'il y a 2 ans, on a fêté ses 20 ans. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus sur l'Agence de la biomédecine, je vous ai mis des liens, là, vous les trouverez, il y a les rapports d'activité, d'abord donc de façon globale, puis là vous avez le rapport d'activité médicale et scientifique, vous les trouverez facilement sur le site, hein, avec un certain nombre de références, et puis vous avez aussi des sous-sites concernant la moelle osseuse, concernant le don d'organes, concernant la génétique, notamment par rapport aux particularités médicales, et puis vous avez la procréation, vous avez tout ce qui est don d'ovocytes, et puis don de spermatozoïdes. Donc tout ça, c'est des sites que vous pouvez récupérer, lire, voir, et qui sont parfois, qui sont vraiment bien faits, assez didactiques en fait. Voilà, donc je vous propose qu'on passe maintenant au don d'organes, plus spécifiquement, puisque c'était l'objet un peu de la discussion, et je vais vous montrer un peu des chiffres, mais ces chiffres, ils sont presque plus éducationnels. C'est pour que vous compreniez ce que ça représente aujourd'hui, la greffe d'organes et de tissus. Alors aujourd'hui, vous voyez, en 2025, on a une activité qui est de 6148 greffes d'organes. C'est-à-dire que vous avez des patients, on a 6148 patients qui ont reçu finalement une greffe d'organes. Alors c'est un peu plus que l'année d'avant, encore un peu plus que celle d'encore d'avant, et en fait vous voyez un creux ici, mais que vous comprenez très vite, c'est malheureusement le Covid, où à cette époque-là, on a eu d'énormes difficultés de fonctionnement, d'énormes difficultés d'activité médicale, et ce qui explique en fait ce creux. Alors on fait mieux, mais on ne fait pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu par rapport par exemple à 2016, où vous voyez qu'on avait déjà greffé 5900 patients. Donc quelque part, on voudrait faire encore mieux, mais je vais vous expliquer un petit peu les freins ensuite que l'on a. La diapositive d'après vous montre un petit peu plus par organe ce que l'on greffe. Donc vous voyez par exemple que par rapport aux greffes de foie, on a fait 1431 greffes de foie, je passe sur les détails en dessous, hein, mais plutôt en augmentation. Les greffes de rein, 3867. Les greffes de ce qu'on appelle les îlots de Langerhans, notamment pour les diabétiques, c'est 75 injections. Et les greffes de cœur, vous voyez, c'est 421 greffes que l'on a fait en 2025. Et les greffes de poumon, on a fait 331 greffes, donc exclusivement de poumon. Et les greffes cœur-poumon associées, 6 greffes de cœur-poumon. Donc voilà un peu, vous voyez, les activités de greffe d'organes. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que les greffes d'organes. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les greffes d'organes, voilà ce en quoi est listée l'activité. Alors en termes de courbes, vous voyez qu'en fait, on a prélevé un certain nombre de donneurs. Alors bien entendu, vous avez moins de donneurs que de greffes d'organes, parce qu'un donneur donne plusieurs organes. Mais on a eu 2084 donneurs, finalement, au cours de l'année d'avant, sachant que, je me trompe, excusez-moi, mais on a eu 1643 donneurs, sachant qu'on en espérait beaucoup plus. Mais finalement, vous voyez que les statistiques sont là, hein, on n'a pas toujours autant de donneurs qu'on le voudrait, et c'est là où, malheureusement, le refus pourrait nous permettre d'être un peu plus pertinent si on avait moins de refus. Si on regarde maintenant le nombre de greffes par an, je vous l'ai dit, hein, on a finalement un nombre de greffes qui augmente petit à petit. On était à 1670 et on espère cette année être à 6760 cette année. L'année dernière, on était à 6170.
mais vous voyez que les objectifs étaient beaucoup plus importants, mais entre un objectif et ce qu'on peut faire, ce n'est pas toujours aussi évident. Alors la diapositive d'après vous montre qu'il n'y a pas que les organes. L'Agence de la biomédecine réglemente aussi les greffes de tissus, et il y a beaucoup de tissus, multiples et variés. Vous pouvez donner des tissus, vous pouvez donner des vaisseaux, vous pouvez donner de l'os, vous pouvez donner de la peau, vous pouvez donner des valves. Et vous voyez qu'en fait, toute cette activité en fait, de don est quand même assez importante. Et en 2025, vous voyez par exemple, on a donné vraiment beaucoup de vaisseaux, notamment dans le cadre de réparation de coronaires ou d'artères iliaques ou fémorales. Vous voyez qu'aussi il y a une activité de prélèvement de valves qu'on peut redonner finalement à des receveurs. Donc tout ça, c'est des activités finalement de prélèvement de tissus. Alors, comment est-ce qu'on pourrait satisfaire un peu mieux les besoins croissants de la population? Ben oui, parce que quand vous regardez les courbes, ben vous voyez que les besoins ils sont de plus en plus croissants. Les deux courbes que vous voyez tout en haut, en noir et en gris, ben vous voyez que ce sont tous ceux qui sont en attente active ou en attente inactive. Attente active, c'est ceux qui sont vraiment inscrits et qui attendent l'organe. Inactif, c'est ceux qui sont inscrits, mais dont la greffe n'est pas absolument urgente. Et vous voyez que ça représente plus de 20 000 personnes. Plus de 20 000 personnes sont globalement en attente ou devraient recevoir un organe. Malheureusement, les nouveaux inscrits, vous voyez qu'ils ne sont pas aussi fréquents et que le nombre de greffés, il est encore moins important qu'on l'imagine. Et je vous ai mis ce petit encart qui finalement montre bien la problématique. Vous avez chaque jour 24 nouveaux inscrits et vous n'avez que 17 greffes que l'on fait. Et donc, malheureusement, vous avez 2 à 3 décès par jour qui correspondent à des gens qui étaient en attente de greffe et qui, malheureusement, n'ont pas pu avoir d'organes. Donc, ça veut dire qu'on perd 2 à 3 de nos citoyennes ou concitoyens par jour, simplement parce qu'on n'a pas pu avoir d'organes disponibles. Donc, ce qui est très triste, parce que c'est des vies qu'on pourrait sauver, et c'est assez malheureux. Et vous voyez que, finalement, on a beaucoup plus d'inscrits alors, ça reste quand même assez stable, vous voyez, dans le temps, mais c'est malheureusement le cas. Et puis, vous avez un nombre de décès qui a tendance à diminuer un petit peu, mais on espérerait que ce soit, bien sûr, 0, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, ça reste une dynamique à consolider. On la consolide aussi par ce qu'on appelle les donneurs vivants. Les donneurs vivants sont ceux, finalement, qui donnent leur rein à quelqu'un de leur famille ou à quelqu'un de la population. Et vous voyez que ce nombre, là aussi, augmente, est en croissance constante, grâce finalement à tout ce que l'on essaye de faire véhiculer comme message pour que les gens puissent donner finalement un rein. Et on aimerait que ce soit encore plus, mais les objectifs sont beaucoup plus importants que la réalité. Mais quand même, on voit qu'on est plutôt dans une courbe ascendante depuis 2021. Alors malheureusement, on a beaucoup de refus. Et on va en parler un petit peu. Effectivement, on a beaucoup de refus. Et ce qui est surtout très triste, c'est que le taux de refus augmente. C'est-à-dire que si vous prenez 100 personnes dans la population, vous en avez 37 qui vont vous exprimer un refus. Alors ça ne va pas parfois jusqu'à l'inscription dans le registre national de refus, mais vous voyez quand même qu'il y a plus d'un tiers de personnes qui vont s'opposer à ce qu'on prélève leur organe. Et on voit que malheureusement, ça augmente dans le temps. Et malheureusement, ce refus est d'autant plus important que les donneurs potentiels sont jeunes. C'est variable, c'est vrai, dans l'année, notamment par rapport parfois à simplement des événements, et on y reviendra tout à l'heure, qui peuvent faire varier en fait le taux de refus. Ça varie aussi au niveau des régions, je vais vous le montrer. Et puis, c'est influencé aussi par rapport à un certain nombre d'approches anticipées qu'on peut avoir, l'activité de recensement, la publicité qu'on en fait, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a une variabilité en fonction des régions. Vous voyez que le taux de refus en Île-de-France est extrêmement important, c'est 50%. La moitié des gens qui vivent en Île-de-France vont vous dire « je ne veux pas donner mes organes ». Voilà. Pour autant, vous voyez que quand même une grande majorité des Français restent favorables au don, c'est-à-dire qu'on peut prendre les chiffres dans l'autre sens. Et de la même façon, finalement, ce pourcentage d'acceptabilité reste quand même assez correct, on va dire, de 74% de gens qui le comprennent. 79% des gens ont connaissance du consentement présumé, c'est-à-dire que quelque part, si vous ne donnez pas d'opposition, vous êtes a priori consentant. Donc 79% l'ont compris et c'est assez stable dans le temps.
À l'inverse, vous voyez que les plus de 65 ans sont beaucoup plus concernés et que quelque part, malheureusement, c'est la population jeune qui se sent moins concernée et c'est celle qui est probablement la plus informée par rapport à la population qui est jeune. Et vous voyez que la moyenne d'âge des donneurs est de 58 ans et c'est en grande partie grâce aux seniors que des vies en fait sont sauvées par la greffe. Donc c'est quand même un point important, vous voyez, où on voit bien que c'est plutôt les seniors qui aujourd'hui sauvent des vies. Alors à l'inverse, dans les 16-24 ans, c'est une population, vous voyez, qui quelque part est en faveur du don, mais quand même, on voit bien que c'est moins que chez l'adulte, puisque vous avez que 65%, et que c'est en baisse, parce que vous voyez que finalement, les informations qui ont été données parfois dans la presse font que chez les jeunes, il y a moins de gens qui sont motivés à faire ce don. Il y a aussi un faible niveau qui est lié en fait au fait que les gens se sentent moins concernés. Et on voit que finalement, malheureusement, c'est un chiffre aussi qui descend un petit peu. Et à l'inverse, il y a une plus grande perméabilité des jeunes par rapport aux idées reçues. Et c'est là où en fait on essaye de lutter contre ces idées reçues pour que quelque part il y ait une adhésion plus importante en fait des patients ou en tout cas des jeunes dans notre population. Donc ça c'est des situations un peu tristes, mais vous voyez qu'il y a quand même des idées reçues à l'inverse qui reculent. C'est une notion qui est quand même mieux comprise, c'est-à-dire plus de Français qui savent aujourd'hui qu'une carte de donneur n'est pas nécessaire, 53% en 2017, 40%. Donc vous n'avez pas besoin d'une carte de donneur, puisque vous êtes consentant par défaut, j'oserais dire. Il y a un recul de la connaissance de la compatibilité du don, notamment avec les rites funéraires, c'est-à-dire que avant on pensait que les rites funéraires vous interdisaient à ce que vous puissiez faire un don. On voit bien que maintenant dans la population les gens n'y croient plus, ou en tout cas moins. Et puis vous avez 62% qui pensent que le prélèvement est automatique en l'absence d'opposition exprimée. L'idée qu'il n'y a rien à faire ou que le don est un processus automatique, ça demeure quand même fortement ancré, alors qu'en fait, la réalité, c'est que si vous exprimez la possibilité qu'on vous prélève une fois que vous êtes décédé, c'est beaucoup plus facile. Donc la notion de pas besoin d'en parler, c'est faux, et que l'inscription au registre national du refus, si on est contre, c'est effectivement un registre qui existe et où vous pouvez vous inscrire. Alors, on dit toujours que c'est malheureux si vous vous inscrivez, mais c'est la loi française de la liberté et tout le monde peut effectivement disposer de son corps. Donc comment est-ce qu'on essaye d'agir contre la désinformation ? Vous voyez que c'est pas toujours si facile. 24% des Français ont parfois le sentiment que les informations sur le don d'organes sont contradictoires. Donc vous voyez que malgré tous les efforts qu'on fait, c'est pas toujours aussi facile. Il y a aussi des gens qui sont influencés par les médias, notamment dans le cadre de scandales. Vous avez sans doute entendu parler de ce fameux patient américain qui soi-disant a été prélevé alors qu'il était vivant. Bon, là ça a été effectivement, on a eu une influence de demandeurs d'être inscrits dans le registre du refus de don. Et il y a une prise de conscience qui est quand même nécessaire, et notamment sur le plan médiatique, où il faut qu'on essaye d'éduquer nos journalistes pour que quelque part les bonnes nouvelles soient véhiculées et que les nouvelles un peu autres qui font un buzz, mais qui malheureusement parfois font un buzz dans le sens inverse, soient peut-être mises un peu en dehors. C'est pas cacher des choses à la population, mais parfois les bonnes nouvelles, notamment des vies sauvées, sont aussi importantes que des situations telles qu'aux États-Unis où finalement les journalistes ne s'étaient pas renseignés et ont véhiculé des mauvaises informations. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous aborder maintenant un chapitre de quelques idées reçues. Donc vous voyez, on va discuter un peu sur des idées, moi que souvent j'entends parler de gens et d'autres, et je vous ai mis des réponses. Vous voyez par exemple que 57% des Français pensent que si le défunt ne s'est pas positionné de son vivant, ce sont les proches qui décident à sa place. Alors en fait, la loi dit que vous êtes tous donneurs par défaut. C'est-à-dire que la loi française, c'est ça. Sauf si vous vous y êtes opposé, en vous inscrivant sur le registre du refus, comme on l'a dit, ou en le disant à vos proches. Donc les médecins, ils ont pour obligation de vérifier sur le registre et de voir auprès de votre proche si vous vous êtes opposé à un moment ou à un autre par rapport au don de ce que vous pourriez donner pour vos organes. Si le proche, en l'occurrence votre fille ou votre père ou quiconque vous dit oui, ils ont donné, il y a eu un refus de don, dans
dans ce cas-là, il n'y a pas une preuve à apporter. Le médecin prend acte qu'il y a eu un refus de don, il y a un document à signer par la parenté, et donc il n'y aura pas de prélèvement qui sera fait. Mais imaginez, et j'en ai discuté un peu avant cette réunion, que vous ayez pas vraiment exprimé ce que vous vouliez, que la fille soit d'accord, mais qu'à l'inverse, le frère de la fille, c'est-à-dire le fils, soit pas d'accord. Vous voyez un peu les conflits familiaux que ça peut engendrer, alors que les réponses, elles doivent être faites dans un temps qui est relativement court. Donc c'est malheureusement des situations que l'on voit, et l'idée c'est vraiment d'exprimer finalement, ne serait-ce qu'oralement, encore mieux par écrit, sa volonté. Autre question, vous voyez, seulement 74% des Français savent que la proposition « les organes sont prélevés lorsque la personne est encore vivante » est fausse. Alors, il faut comprendre ce que c'est que la mort encéphalique. La mort encéphalique, c'est la définition de la mort. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un cœur qui bat, vous pouvez avoir une respiration artificielle, vous pouvez a priori vivre, mais avoir une mort encéphalique, c'est-à-dire que vous n'avez plus ce contact avec la vie réelle, et donc vous êtes considéré comme mort. C'est-à-dire que la mort encéphalique est la définition de la mort. C'est pas l'arrêt du cœur qui vous donne la définition de la mort, c'est la mort encéphalique. Donc c'est ce que vous voyez mis ici. Si le cœur bat encore, si les poumons se soulèvent, c'est parce qu'on maintient finalement une vie artificielle, mais la mort encéphalique est le témoignage de la mort. Donc il y a un certain nombre de principes qui sont édictés, on les verra tout à l'heure, qui signent la mort encéphalique. Autre question souvent, vous voyez, 72% des Français savent que les enfants peuvent aussi être donneurs d'organes, et seuls 40% des Français savent qu'il n'y a pas de limite d'âge pour donner. Alors qu'en fait, il n'y a aucune limite d'âge. Vous pouvez avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous pouvez avoir 90 ans, et vous pouvez toujours être donneur de tissus, voire même d'organes. Le moyen des donneurs, c'est 57 ans, mais vous pouvez donner, même si vous avez 85 ans, vous pouvez donner votre organe. Seuls 48% des Français savent que le don d'organes est compatible avec le respect des rites. En fait, vous voyez que ça veut dire que l'autre moitié pense que ce n'est pas fait dans les respects. Alors qu'aujourd'hui, le donneur est opéré comme n'importe quel malade, avec les mêmes soins, que le corps est bien sûr restitué normalement, alors certes avec les organes en moins, mais les obsèques peuvent se faire tout à fait logiquement, quelle que soit la religion, et on reviendra tout à l'heure, les religions aujourd'hui autorisent le don d'organes. Seuls 19% des Français savent que les organes donnés ne peuvent pas servir à mener des expériences scientifiques. En fait, ça représente quand même 20%, et ça veut dire que 80% des gens peuvent penser qu'il peut y avoir des expériences scientifiques. En fait, le prélèvement est toujours à visée thérapeutique, il n'est jamais à visée scientifique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, au regard de la loi française, donner votre organe pour une expérience scientifique. C'est interdit par la loi. Donc rien à voir avec le don, bien entendu, du corps à la science, et votre organe ne sera jamais utilisé à des fins scientifiques. Et enfin, dernier, vous voyez, question qui revient souvent, en tout cas que l'on a, seuls 58% des Français savent que le don d'organes profite de manière équitable à toutes les catégories de la population. Donc vous voyez qu'en fait, ça représente ce triptyque que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui va calculer les critères d'attribution. C'est même pas moi qui vais décider, c'est même pas le conseil d'orientation ou quiconque à l'agence de la biomédecine. C'est un algorithme qui va dire j'ai un patient à Rouen ou à Rennes qui est extrêmement urgent à greffer, et il se trouve qu'il y a un donneur potentiel à Orléans, et que ce donneur potentiel peut donner son rein ou peut donner son cœur, et que c'est ce patient-là qui, dans l'algorithme, est le plus urgent. Voilà. Donc c'est la décision, vous voyez, il y a des critères de préférence qui ne sont jamais économiques et qui ne sont jamais liés à des connaissances médicales d'un tel par rapport à un tel ou quoi que ce soit. Bien entendu, et puis c'est totalement anonyme. Là, je peux vraiment vous assurer que les choix ne sont pas dans des considérations qui sont de copinage ou quoi que ce soit. Alors, je vous ai mis aussi quelques questions, vous voyez, alors j'ai intitulé ça la foire aux questions, parce que c'est d'ailleurs ce qui est le cas, vous voyez, c'est des questions qu'on a souvent. Je suis inscrit sur le registre du refus, mais j'ai changé d'avis, qu'est-ce que je peux faire? Il suffit d'écrire à l'agence de la biomédecine, bien sûr en s'identifiant et en demandant d'être retiré du registre de refus. Donc ça, c'est une démarche toute simple. Autre particularité, comment s'inscrire sur la liste d'attente d'organes et de tissus? C'est-à-dire, vous devriez être greffé du cœur, comment est-ce que vous faites? Les malades qui ont besoin d'une greffe d'organes
sont inscrits par leur médecin sur la liste nationale d'attente. C'est une liste qui est gérée par l'Agence de la biomédecine, où donc on a des identités de malades, on a donc le nom, prénom, date de naissance, et on attribue un numéro avec des lettres, et qui sont totalement indépendantes, bien sûr, des particularités de l'état civil, mais qui nous permet par contre de retrouver où sont les malades. C'est géré par l'Agence de la biomédecine, et donc le patient inscrit sur cette liste peut être amené par contre à en sortir temporairement pour des raisons de contre-indication ou autres, mais en tout cas c'est une liste qui est régulièrement actualisée. C'est ce qu'on appelle la liste nationale d'attente. À quel moment les proches sont consultés ? C'est-à-dire quand est-ce qu'on va vous consulter, malheureusement, si il faut qu'il y ait un don potentiel. Je vous rappelle ce principe du consentement présumé. Hein, donc on est tous donneurs d'organes et de tissus, sauf si on l'a exprimé au moment de notre vivant, notre refus, dans le contexte du registre, ou oralement, ou par écrit. Et au moment du décès, il est clair qu'il y a une vérification, bien sûr, que le décès est bien présent, la mort encéphalique. Et dans ce contexte-là, ensuite, le médecin va être obligé d'aller consulter le registre national des refus, et secondairement, il va voir les proches pour savoir si donc il y a eu une opposition à un moment ou à un autre, écrit ou oral. Et s'il y a une opposition orale, l'équipe médicale va demander aux proches d'en expliquer les circonstances et de signer la retranscription, qui est faite par écrit. C'est-à-dire qu'il y aura un document officiel qui sera dans le dossier médical du défunt, et qui correspondra finalement à un acte qui atteste du fait qu'oralement, il a été dit à la fille que le père n'aurait pas voulu qu'on prélève ses organes. Voilà. Alors, autre question aussi, vous voyez, qu'est-ce que la mort encéphalique? On en a parlé tout à l'heure, j'ai deux diapositives là-dessus. La première diapositive, c'est pour vous expliquer ce que c'est que la mort encéphalique, et la deuxième diapositive, c'est comment est-ce qu'on la constate. Alors la mort encéphalique, en fait, c'est l'arrêt total et définitif de l'activité du cerveau, et c'est ça la mort. La mort, c'est pas l'arrêt du cœur. Nous, médecins, on signe des certificats de décès parce qu'on n'entend plus le cœur, c'est vrai, mais dans la réalité, c'est vraiment la mort encéphalique qui atteste du décès. Et cette mort encéphalique, finalement, c'est pas très fréquent. Parce que mourir avec finalement une disparition de l'activité cérébrale en ayant le maintien d'une activité sur le reste de nos fonctions, et notamment du cœur, c'est pas si fréquent. C'est, comme vous le savez, les accidents de voiture, les accidents multiples et variés qui peuvent nous arriver. Ça peut être aussi un accident vasculaire cérébral, brutal, qui fait que la personne continue à vivre de façon réanimatoire, mais avec une mort encéphalique. Donc, bien sûr, le diagnostic est très encadré par la loi, heureusement, et la loi de bioéthique définit un protocole strict à suivre par les médecins, et ça c'est obligatoire, et ce n'est pas un seul médecin qui décide, c'est un collège de médecins qui va donc prononcer la mort encéphalique. Et cette mort encéphalique, elle se prononce sur un certain nombre de critères. Il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut vérifier les causes de la mort. C'est sûr que si on vous dit que vous êtes en mort encéphalique alors qu'en fait vous avez fait un évanouissement dans la rue, ça va probablement être mis en cause. Recherchez bien sûr les facteurs confondants, c'est-à-dire que vous pouvez avoir pris des médicaments qui vous donnent l'impression de dormir, alors qu'en fait vous n'êtes du coup pas du tout vous êtes inconscient, mais vous n'êtes pas en mort encéphalique. Ça peut être aussi des hypothermies sévères, vous êtes à 30 degrés, on pourrait considérer que vous êtes en mort encéphalique, alors que pas du tout. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut rechercher, voire même des dosages dans le sang. Une fois que les causes de la mort sont connues et que les facteurs confondants ont été écartés, il y a des examens cliniques, il y a des examens fonctionnels avec des électroencéphalogrammes, des IRM, des scanners qui sont obligatoires et qui vont donc vérifier les activités qui existent. Mais vous avez aussi des activités réflexes qui sont recherchées, et je vous assure que quand il y a une mort encéphalique, vous n'avez plus ces activités réflexes. Et enfin, on contrôle la disparition de la respiration spontanée, c'est-à-dire que quelque part, la respiration spontanée n'est pas possible quand vous avez une mort encéphalique. Donc, vous êtes toujours entre guillemets vivant parce que vous avez une respiration qui est artificielle, mais elle ne peut pas être spontanée. Donc ça, c'est les définitions. Qu'est-ce qui se passe que se passe-t-il si je n'ai pas donné mon avis sur le don d'organes avant mon décès? Effectivement, ça peut poser un peu des difficultés, puisque vous savez que les proches vont apprendre donc le décès d'un parent. Ils vont être sollicités parce qu'on a déjà vérifié si la personne défunte était inscrite sur le registre. Si elle n'est pas inscrite sur le registre, on va vous solliciter
dans des situations qui parfois sont dramatiques, vous l'imaginez, hein, et dans ces situations dramatiques, les médecins sont obligés de demander aux proches ce que la personne aurait souhaité. Donc je vous répète encore une fois, tout ce qui a été dit, hein, c'est que c'est assez compliqué quand le défunt n'a pas exprimé par écrit ou oralement ce qu'il souhaitait, et qu'il laisse finalement aux apparentés le choix. Et ce choix peut parfois être lieu à des discussions familiales compliquées, alors que la situation est très douloureuse. Donc vraiment, on essaye d'inciter à ce que tout le monde dise, voire même écrive durant sa vie, qu'est-ce qu'il souhaiterait faire de ses organes. Quels examens subit le corps du défunt? Effectivement, on a beau vouloir donner, parfois on ne peut pas complètement donner. Il y a des maladies transmissibles, vous voyez, qui empêchent le don. Hein. L'idée n'est pas, bien entendu, de rendre plus malade le receveur. Donc il y a des principes médicaux qui sont importants. Il faut que vous examiniez aussi les organes. Si vous imaginez une mort brutale, notamment dans le contexte d'un accident de la voie publique, où effectivement il faut bien vérifier le fonctionnement des organes. Et puis il y a un certain nombre d'examens qui vont orienter les organes vers un type de receveur compatible, notamment avec cette carte d'identité génétique que l'on a. On peut donner notre cœur plutôt à certains et moins à d'autres en fonction de cette carte d'identité génétique qui fait qu'il y a une compatibilité qui est plus importante. Mais tout ça, c'est enregistré à l'Agence de la biomédecine et c'est des logiciels en fait qui disent le cœur de monsieur untel va mieux aller sur monsieur untel, avec donc toute une logique, vous voyez, de choix. Enfin, combien de temps faut-il attendre pour recevoir un organe? Malheureusement, parfois, ça peut être des mois, voire des années. Donc vous imaginez un insuffisant cardiaque qui attend désespérément, j'oserais dire, le décès de quelqu'un d'autre pour pouvoir bénéficier d'un cœur. Enfin, vous imaginez combien tout ça, c'est assez dramatique finalement dans l'esprit de tout un chacun. Mais vous voyez qu'on a plus de 20 000 personnes en attente sur la liste nationale d'attente. Donc il y a un certain nombre, vous voyez, de règles. Hein. Certains patients sont prioritaires, notamment les enfants, les receveurs dont la vie est menacée à très court terme, les receveurs pour lesquels la probabilité d'obtenir un greffon est très faible du fait de caractéristiques morphologiques ou immunogénétiques particulières. Mais tout ça, encore une fois, c'est géré par un registre qui nous permet de bien considérer qui peut donner par rapport à quel receveur. Et là, je vous ai rappelé donc, le nombre de personnes greffées en 2024. Alors, est-ce que les proches peuvent s'opposer au don d'organes et de tissus? Après, si vous voulez, si vous n'avez pas exprimé votre volonté, vous êtes soumis au choix que va donner les personnes en qui vous avez fait confiance. Et il faut espérer qu'ils ne vont pas parler en leur nom et qu'ils vont plutôt parler en votre nom. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Je peux vous assurer que on a parfois des situations familiales qui sont bien difficiles, on le sait nous dans les greffes de moelle osseuse, hein, mais c'est exactement la même chose par rapport aux greffes d'organes. Donc c'est pas toujours si facile, mais de toute façon le médecin respectera ce que la parenté aura donné. Et enfin, quelle est la position, vous voyez, des confessions religieuses? C'est très court. Il n'y a pas dans les confessions religieuses, entre guillemets, aujourd'hui reconnues, hein, que vous connaissez aussi bien que moi, dans les religions monothéistes, donc, que je vous ai résumé ici, il n'y a pas de position réfractaire au don d'organes et de tissus après la mort. La vie humaine reste primordiale dans ces trois religions monothéistes que l'on connaît bien. Alors, quelles sont les conditions pour donner de son vivant? Je vous l'ai dit, hein, des conditions médicales bien entendu. Alors ça c'est pour les donneurs vivants. Hein. Donc vous pouvez donner votre rein par exemple à un apparenté ou à quelqu'un qui est inscrit. Donc vous avez un certain nombre de règles hein, qui sont bien sûr, n'oubliez pas que c'est gratuit, vous ne vendrez jamais votre rein. C'est bien sûr librement consenti. Et surtout, vous voyez qu'il y a beaucoup de démarches à faire. Et il y en a une qui n'est pas toujours très bien comprise, c'est d'aller au tribunal administratif. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'aller justifier ou d'aller vous présenter devant un juge et le juge, il va en fait attester que vous n'avez pas été influencé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, votre frère ou votre sœur a dit « mais surtout donne-moi ton rein, j'en ai vraiment besoin ». En fait, le juge, en dehors de tout monde médical, en dehors de toute pression, il est totalement extérieur et il représente la justice, il représente le droit, et donc en tant que citoyen, il va recevoir le fait que vous ayez choisi en étant complètement libre. Et ça, c'est extrêmement important donc, de passer devant un magistrat, et fort heureusement, on a en fait ce passage obligatoire en France.
Voilà, à quoi dire aux proches que je suis don d'organes, que je suis pour le don d'organes, je vous l'ai déjà dit, tous donneurs, donc ça va faciliter beaucoup plus en fait le respect de votre propre volonté, on en a déjà parlé. Comment signaler sa volonté d'être donneur? Vous pouvez le faire oralement, bien entendu. Par écrit, c'est encore mieux parce qu'il y a vraiment une trace écrite. Mais c'est surtout très très important d'échanger par rapport aux proches. On va parfois dire énormément de choses par rapport à nos familles. Si au moins à un moment ou à un autre, on peut dire « je suis d'accord pour donner tel ou tel organe », c'est important. Et enfin, dernière diapositive, quel résultat? On sauve des vies, c'est sûr. Je n'ai pas les résultats à vous montrer de tous ces greffés, les 6100 greffés, qui est encore en vie, qui ne l'est plus. Finalement, il n'y a pas lieu d'être, mais je peux vous assurer, et certains l'en témoignent aussi ici, que grâce au don de quelqu'un qui malheureusement est décédé, on peut vivre. Et la devise du don à la vie est bien ce qu'elle veut dire, c'est que quelque part, on a finalement des réussites quand même assez importantes. Les statistiques sont d'à peu près 80 à 90% des gens qui sont toujours en vie, vous voyez, grâce à ce don à plus de 5 ans après la greffe. Donc ça marche et c'est donc important. Donc j'en viens à voir si vous avez bien écouté, vous voyez. Mais vous allez voir, les questions sont faciles. Combien de greffes d'organes a été réalisées? Voilà. On est bien d'accord. Donc là, voilà. Bonne réponse. Combien de patients sont atteints, combien de patients sont en attente d'un organe? Plus de 20 000. Alors c'est plus de 20 000, puisque vous savez que ceux qui sont en attente urgente et ceux qui sont en attente plus retardée. Donc c'est plus de 20 000. Donc on est bien là. Voilà. Non, vous me paraissez très très bon. Quels organes et tissus peuvent être prélevés? Alors là, c'est plus compliqué, à votre avis. Le cœur, le poumon, le foie, les reins. En fait, on peut tout prélever. Mais vous voyez combien vous pouvez donner. On peut donner son cœur, son poumon, son foie, son rein, son intestin, son pancréas, ses cornets, sa peau, veines et artères, ligaments, os et tendons. Donc la réalité, c'est qu'on peut vraiment tout donner. Alors, il faut que je vais vous valider la réponse. Je suis désolé, ça va prendre un tout petit peu de temps. Voilà. Donc la bonne réponse, vous voyez, c'est qu'on peut vraiment donner on peut donner beaucoup de tissus et beaucoup d'organes. Alors, la question d'après. Peut-on choisir les organes et tissus que l'on souhaite donner? Oui, vous pouvez. C'est-à-dire de votre vivant, vous pouvez dire je veux donner. En l'occurrence, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez beaucoup de patients ou de gens en fait qui n'ont pas de problème pour donner leur cœur ou leur poumon, mais par contre ont des difficultés à pouvoir donner leur cornet. Vous voyez. Donc vous pouvez être sélectif dans votre choix. Là, la question, c'est quel âge moyen des donneurs? Plus de 50 ans, on l'a vu. Voilà. On a vu que c'était plus de 50 ans. Et les enfants mineurs peuvent-ils être donneurs? Oui, on l'a vu. Donc là, il n'y a pas de problème non plus. Bon. Voilà, je vais peut-être être bloqué. Voilà. Autre question. Peut-on savoir de qui provient l'organe et le tissu greffé? Je pense que là, vous avez tous suivi. C'est parfait. Voilà. C'est le grand principe du don. Et là, vous voyez qu'on est très fort, puisque 100% de réussite. Voilà. Bonjour. Donc moi, je suis Héloïse Benoît, je suis médecin généraliste déjà à la Tour d'Auvergne, donc juste à côté d'ici. Présidente de la CPTS Sancy Ouest. Alors la CPTS,
invité par la commune de Picherande. Donc on est très heureux d'être venus aujourd'hui à votre initiative. Alors la CPTS, en quelques mots, c'est une association de professionnels de santé qui agit sur un territoire donné. Et ici, c'est 40 communes. Donc on est à Picherande, mais on agit aussi à Olby, à Savenne, c'est très large. On fait de la prévention, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'espère que vous me rejoindrez après au stand de prévention. L'accès aux médecins traitants, les risques sanitaires graves, et tout ça avec de l'argent public par l'assurance maladie et l'ARS. Et c'est que des professionnels de santé libéraux, donc des médecins, des kinés, très large. On est nombreux, une quarantaine adhérents, et on a notre coordinatrice qui est là aujourd'hui, et l'agent de communication Stéphanie. Donc je vous attends nombreux, j'espère. Et on a aussi une invitation à vous donner pour une prochaine journée de dépistage à Olby, le 30 juin. Donc c'est sans rendez-vous, gratuit, avec prévention du risque cardiovasculaire, dépistage frottis. Donc je vous invite à me rejoindre tout à l'heure. Et je vais donner la parole à l'association ADOT, pardon. Et j'ai oublié de saluer et de remercier aussi pour l'enseignement. Je ne connaissais pas dans cette association. Il y a une association qui s'appelle Nouvelle Équipe pour la Vie et qui est spécialement pour le don de moelle osseuse. C'est ça? Voilà. Donc vous pourrez les rejoindre aussi à la sortie sur les stands et ils vous expliqueront ce qu'ils font. Merci. Donc bonjour à tous. Je vais être assez bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Donc moi je suis Jean-Philippe Rafestin, je suis le trésorier de ADOT 63. ADOT ça veut dire Association de dons d'organes et de tissus. Donc nous notre cause c'est bien sûr le don d'organes et comme l'a dit le professeur Fay, c'est surtout d'essayer de faire descendre ce taux de refus. Ça c'est notre métier. Bon, on a du mal hein, mais bon. Donc je suis moi-même greffé du foie, j'étais greffé hépatique à Estin, à Clermont, le 30 juin 2021, il y a 5 ans. Je ne sais plus qui c'est qui en parlait, je crois que c'est madame. C'est vrai qu'on a souvent les greffés de date anniversaire maintenant, la naissance et la greffe. Quoi. Parce que la greffe, c'est une deuxième vie. Il faut quand même en être conscient. Et en plus, le foie, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'attente, quoi. C'est surtout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On va dans les lycées, collèges, notamment, faire, j'allais dire de la propagande, c'est peut-être pas le bon mot quand même, mais on va auprès des jeunes pour leur, avec la coordination hospitalière de Clermont, la coordination au prélèvement. Hein. Et donc, elles expliquent la partie plus technique sur le don d'organes, et nous, on vient en témoignage en tant que greffé. Donc, on essaye de sensibiliser les jeunes, et surtout qu'ils parlent de ça à leurs parents, pour voir s'ils en ont parlé à leurs frères, à leurs sœurs, à leur environnement, pour essayer de mailler un petit peu tout le système. On va dans les formations professionnelles aussi, les écoles d'infirmières, aides-soignantes, manip radio, enfin toutes les différentes écoles professionnelles. On va sur les dons du sang, bien que bon, les collègues de l'équipe pour la vie sont très présents, nous on y va de temps en temps. Et on fait aussi des foires, on essaye d'aller, genre la foire de Cournon ou autre, quoi. On essaye d'aller au plus près du public, donc toujours pour informer sur le don d'organes. Et essayer d'enlever ces petits a priori qu'on a. Hein. Encore une fois, le professeur l'a rappelé dans sa présentation, il y a des blocages qui peuvent être religieux alors qu'aucune religion n'interdit quoi que ce soit. Ce sont des interprétations qui font qu'on se dit « je ne veux pas donner », que ça soit catholique ou autre, peu importe, hein, chrétien, enfin. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit, mais il n'y a aucune religion qui est contre le don d'organes. Il faut être très clair à ce niveau-là. Après, il y a éventuellement la restitution du corps qui peut être un frein. C'est une opération chirurgicale, hein. C'est des chirurgiens qui se déplacent, qui prélèvent, qui referment le corps, qui rendent le corps à la famille pour qu'elle puisse faire son deuil. Il n'y a aucun non plus souci à ce niveau-là, il faut être clair. Et surtout, c'est éviter ce choc, j'allais dire, émotionnel, quoi. Parce qu'il y a la mort qui se présente par une mort encéphalique. La personne, elle respire encore, elle est, excusez-moi l'expression, mais elle est chaude. Elle respire, elle est assistée. On n'a pas l'impression qu'elle est partie, et malheureusement, elle est partie, quoi. Et en plus de ça, on ne sait pas quoi répondre aux dons d'organes. On nous propose de prélever les différents organes. On vient de perdre quelqu'un de façon brutale. Et on ne sait pas quoi dire, et par défaut, qu'est-ce qu'on dit? À 37%, voire à 50% dans des cas, on dit non. Je ne sais pas quoi dire, je dis non.
Donc on loupe beaucoup de sauvetage de vie, hein. Malheureusement, c'est quand même la vérité des prix. Donc, le message le plus fort, ça a été dit plusieurs fois, mais je vous le redis pour une dernière fois, c'est d'en parler à vos proches. Que vos enfants, quand on dit vos proches, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, peu importe votre situation familiale, que vos proches qui risquent de se retrouver dans cette situation sachent quoi répondre. On prépare ses obsèques, par exemple, on nous pousse à préparer notre fin de vie, à préparer un éventuel don d'organes. On a le droit d'être contre, on le dit, si on est pour, on le dit. C'est surtout ça qui est fort, et c'est simple à faire, mais malheureusement, on ne le fait pas assez. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à tous. Dans son intervention, le professeur disait tout à l'heure donner des dons d'organes. Pour quel résultat? Eh ben, on a 3 exemples sur Picheronde, 3 témoignages qui sont différents, avec des parcours différents, qui vont venir vous expliquer pendant 5-10 minutes chacun ce qui leur est arrivé et comment ils le ressentent aujourd'hui. Agnès, tu veux bien venir? Je m'appelle Agnès Pernollet, je viens de l'Allier, mais ma fille a été adoptée, adoptée par Picheronde, où elle a adopté Picheronde. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je voulais vous expliquer qu'on avait beaucoup plus de chances d'être greffé que d'être donneur, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais il faut y penser et il faut le dire, parce qu'on ne sait pas quand ça peut arriver. Un matin, tout était tranquille, mon mari il avait 62 ans, et il s'est effondré, brutalement. Donc j'habite en pleine campagne, les pompiers ont mis plus de 20 minutes à venir, le SAMU il a mis 45 minutes à venir, de Vichy, et j'avais rien pu faire, j'avais pas pu le masser parce qu'il s'était écroulé dans la douche, donc il était coincé, moi je pouvais vraiment rien faire. Donc les pompiers ont massé et le SAMU a juste mis 2 mg d'adrénaline et son cœur est reparti. Donc il a été pris en charge une fois que toutes les constantes étaient redevenues à peu près normales. Et donc ça c'était entre 10h et midi. Et à 14h, après qu'il ait eu les examens d'encéphalogramme, scanner et une coronarographie qui avait nécessité une pose de stent pour être sûr que son cœur tienne, à 14h, on était dans la salle avec les réanimateurs, l'infirmière du service et les internes. Il y avait au moins 5 personnes devant nous. Et donc, quand on nous a expliqué que manifestement, mon mari était en mort encéphalique, ma fille, qui était sage-femme, elle a tout de suite dit « Est-ce qu'on peut donner les organes ?» Et là, on a vu les gens de l'équipe médicale se poser sur leur chaise tout d'un coup. Et en fait, c'était pour nous une évidence. Mon mari était un grand blagueur. Et on avait regardé une émission à ce sujet-là, on en avait parlé en famille, et il avait dit s'il y a des pièces détachées qui peuvent encore servir, pourquoi pas? Ben, je peux vous dire que ça fait 10 ans et que les pièces détachées, elles marchent toujours. Donc ça, c'est un grand réconfort pour nous. Alors après, il y a eu toute la prise en charge en réa. C'était le mercredi après-midi, la journée de jeudi avec les examens, toute l'organisation en prévision des prélèvements. On avait dit oui pour tout ce qui était possible, sauf ses yeux. C'était un grand myope et il ne voulait pas qu'on touche à ses yeux. Alors qu'en fait, prendre la cornée, c'est changer le pare-brise, c'est pas autre chose. On ne touche pas aux yeux. J'allais dire, il n'y a pas de danger. On n'enlève pas les yeux des gens, ou je sais pas. Donc, la nuit du jeudi au vendredi, il y a eu les prélèvements. Dans ce cas-là, est fait ce qui est possible en fonction des équipes chirurgicales. Donc, les poumons, le foie et les 2 reins ont été prélevés. Et le vendredi soir, mon mari est revenu à la maison. On ne voyait rien. Il était comme avant. J'ai eu tellement de réflexions. Nous, on était en paix, les filles étaient en paix. Mais j'ai eu tellement de réflexions choquantes qu'une fois un peu remise, j'ai pris un papier et un crayon et je me suis lancée. Et c'est comme ça que j'ai écrit le livre pour justement faire tomber toutes les questions macabres que j'ai entendues. Tu ne te rends pas compte, qu'est-ce que ça coûte à la société, des avions dans tous les sens.
alors que quelqu'un greffé du rein coûte beaucoup moins cher à la société, si on peut dire coûter d'ailleurs, que quelqu'un qui est en dialyse et qui a sa vie attachée à une machine, par exemple. Voilà. Et puis, le grand bonheur que j'ai eu, c'est d'être accueilli par l'association Greffe 03. Et ça a été une vraie résurrection pour moi, parce qu'on a vraiment partagé. Ces gens-là m'épaulent encore maintenant. Et avec des gens greffés, on va dans les collèges pour justement préparer j'allais dire la nouvelle vague. Les Espagnols y sont arrivés parce qu'ils ont, bien avant nous, expliqué aux jeunes ce qu'était la greffe d'organes. Et du coup, ils ont beaucoup moins de refus qu'en France. Et je pense que c'est beaucoup de la méconnaissance, par méconnaissance. C'est pour ça qu'il faut bien répondre aux questions et bien chercher la vérité là-dessus. Et merci à tous les professionnels de santé qui viennent nous éclairer. Voilà. Céline Chabot, voilà, j'habite à Picherande et j'ai été greffée d'un rein. Donc j'ai appris mon insuffisance rénale à ma deuxième grossesse. Voilà. Ensuite, bon, tout s'est bien passé, mais évidemment, ça s'est accentué, l'insuffisance. Et j'ai commencé les dialyses 2 ans après. Voilà. Ensuite, j'ai été vite inscrite sur la liste d'attente, comme le professeur a dit tout à l'heure. Et voilà, et après ça a été l'attente. Donc voilà, avec 2 enfants en bas âge. Voilà, le travail, la famille, bon, ça n'a pas toujours été facile. Les séances de dialyse qui sont quand même relativement fatigantes. Mais je veux dire, aujourd'hui, j'ai quand même été bien entourée par ma famille, mes amis. Et voilà, et le temps a passé. Voilà. Et au bout de 5 années, j'ai été enfin appelée. C'était un 30 décembre 2001. Donc c'était un beau cadeau. Voilà. Et bon, tout s'est bien passé, ça a été. Mais bon, il y a plusieurs choses. C'est une joie, c'est une délivrance. Enfin, mais bon, on a peur, très peur du rejet. Voilà. Mais bon, voilà. Et puis après vient le moment. Ça c'est indispensable. On pense bien sûr aux donneurs. Et bon, là, des fois, c'est pas facile. On sait qu'il y a une famille derrière qui a été dans la douleur. Et bon, voilà, mais je remercie. Je les remercie, enfin la famille, lui, le donneur. Et j'ai fait souvent, et à chaque anniversaire de la greffe. Et là, ça va faire 25 ans cette année. Et voilà, et là, je dis un grand merci. J'ai pu élever mes 2 enfants. Et aujourd'hui, je vois mes petits-enfants. Voilà, et j'espère que ça va durer encore longtemps. Voilà. Moi, du coup, j'ai pas été greffé. Je suis en pleine forme, je suis en pleine santé. J'ai fait du sport toute ma vie, même si ma deuxième partie de vie, j'ai profité un peu de ce que je m'étais privé sur la première partie, ça se voit. Rigole pas, Jean-François, on est dans le même cas. Voilà, vous le savez, ceux qui me connaissent, j'ai grandi à travers le sport, j'ai fait du sport mon métier. J'ai transmis à mes enfants, dont un qui a pris également la même voie pour entrer en pôle espoir biathlon et faire du ski de fond, du biathlon, et puis le goût de l'effort, le goût de l'endurance, et puis voilà. Et je l'ai entraîné jusqu'à ses 16-17 ans, et après j'avais plus les structures en Auvergne pour l'entraîner, donc je l'ai envoyé, en tout cas d'un commun accord, je l'ai orienté sur le comité de Savoie, département où moi aussi j'avais fait mon parcours, parce que je suis parti à 16 ans du lycée du collège de Besse pour aller au lycée à Moutier, et 24 ans après moi, Antoine a intégré le même lycée pour bénéficier des mêmes structures et des mêmes sources d'entraînement, des mêmes structures d'entraînement. Malheureusement, vers ses 19 ans, il avait des très bons résultats, et son point fort, c'était la vitesse à ski. Il avait une grosse vitesse à ski, avec un tir moyen, mais une grosse vitesse à ski. Et puis, l'année de ses 19 ans, il avait des contre-performances sur contre-performances tout le mois de décembre, janvier.
Et le 29 décembre 2005, je suis allé, du coup, je dormais pas bien, il avait loupé sa course du samedi, il avait encore une course le dimanche, donc du coup, j'ai pris la voiture à 2 h du matin, je suis parti dans le Jura, et j'ai été regarder la course sans le prévenir, et puis j'ai vu que vraiment, il n'était pas en forme, donc le dimanche soir, je l'ai ramené avec moi. J'avais une connaissance d'une athlète de haut niveau en course à pied qui est également médecin du sport au Puy-en-Velay, donc je l'ai amené consulter là-bas. Et on a fait un certain nombre de tests, voilà, il y avait un souci dans le sang, du coup on est allé voir l'urologue à Clermont, c'était pas son niveau, on est allé voir le néphrologue à Clermont qui ont dit voilà, il y a un petit souci chez nous, après avoir fait j'appelle ça le carottage, moi ça s'appelle une biopsie, c'est pareil, hein. Carottage du rein, une biopsie rénale, et du coup, le diagnostic est tombé, c'était la maladie de Berger, voilà, une maladie auto-immune, donc les 2 reins sont malades. On sait que ça va se dégrader, il faut attendre, donc un traitement un peu choc au départ qu'on a abandonné au bout d'1 an parce qu'il y avait une espèce de trithérapie avec un mélange de médicaments qui ne lui convenait pas du tout. Du coup, on a tout arrêté, on est allé voir un professeur parmi tant d'autres, un grand comme tous les grands professeurs, mais enfin voilà, il y a toujours un qui a un avis plus que différent de l'autre, ou un petit peu réorienté, qui a dit de toute façon il sera greffé un jour, avec les traitements on va retarder de 4-5 ans, mais sans les traitements il vivra mieux sur ces 10 prochaines années, donc il vaut mieux pas enlever le traitement et attendre attendre les tests. Voilà, donc après il a arrêté sa carrière sportive, il a rebondi sur le monitorat, l'entraînement national, après il a passé le concours prof de sport pour faire CTS comme moi là, et arrive l'entraînement où il est tombé malade. Forcément, il était tombé à moins de 15 en fonction rénale, donc du coup il s'est mis un peu à vomir, machin, voilà, toutes les complications qui vont avec, donc il était suivi, il a eu sa néphrologue à Chambéry qui lui a dit bon ben faut rentrer à l'hôpital de Chambéry, ils ont pesé tout ce qui allait bien, une dialyse non pas dans le bras mais voilà avec l'intestin, je connais plus le terme. Péritonial, voilà, alors ça a une contrainte parce que c'est quotidien, mais en tout cas c'est quotidien, mais c'est toutes les nuits en fait. Donc il avait une valise, quand il partait en stage ou en course, il faisait suivre ses valises, et il se branchait toutes les nuits, ça lui évitait d'aller faire la dialyse tous les 3 jours, voilà, autrement. Donc du coup, ça lui a permis de passer un hiver assez délicat, parce que c'est quand même difficile, hein, la fatigue, le boulot, bref. Au mois de février, il a été inscrit le 3 février 2023 sur les listes de receveurs. Donc du coup, sur cette fameuse liste où il faut être receveur, le soir même, je lui ai dit, bah, écoute, je vais faire une prise de sang pour voir si on est compatible. En fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'il est receveur universel, il doit être O+, et moi je suis O négatif, donc je suis donneur universel. Donc après, on a enclenché la machine pour dire... il y a tous les tests, hein. Je suis parti à Lyon 4, 5, 6 fois 2 jours pour faire tous les tests de fonctionnalité, enfin voilà, si j'avais pas de soucis, on contrôle bien sûr, parce que là, dans ce moment-là, on accompagne le malade, et surtout, on ne met pas en danger le donneur. Donc toutes les précautions sont prises pour le donneur. J'ai eu vraiment une batterie de tests, il ne peut rien m'arriver. Vraiment, et à chaque fois, il y a 2 regards. C'est je le dis, hein, parce qu'il y a toujours le regard des médecins, et puis on refait le même test avec le regard et l'analyse d'un 2e médecin, pour être sûr de rien, et ça passe. Donc il n'y a vraiment aucune contrainte. Et puis effectivement, le cheminement, l'avis médical est tombé début mai, l'avis éthique, après effectivement les sociologues, la psychologue et tout, l'entretien, enfin les échanges avec eux, c'est tombé une semaine après. Et puis la bonne nouvelle est tombée surtout... vers le 10 mai, parce que finalement, au départ, on nous parlait d'une greffe, donc là, on est toujours en février 2023, février, mars, avril, on nous parlait d'une greffe possible 2024. Finalement, c'était l'automne 2023, et puis après l'infirmière coordinatrice me propose le 14 juin. Donc c'est vachement court, hein, parce que du coup, on parle de l'inscription sur les listes le 3 février, et déjà une greffe le 14 juin. Donc moi j'ai dit bingo, on y va, voilà. Et après le cheminement, la dernière étape, effectivement, c'est le JAF, le juge des affaires familiales à Clermont, qui vient tamponner, valider, être sûr que je ne suis pas ni dépendant financièrement, ni... là je ne suis pas sûr qu'il ait bien évalué le domaine, mais ni en déficience mentale. Si j'avais vraiment toutes les données possibles, mais non, voilà, je mets un peu d'humour, parce qu'effectivement, c'est une histoire plutôt joyeuse, je veux dire, voilà, tout s'est bien passé, et effectivement, la greffe s'est bien passée le 14, 5 heures pour moi, 4 heures pour lui, sortie 2 jours après pour moi, 4 jours après pour lui.
Et puis aujourd'hui, tout va bien, il a repris son activité. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas là parce qu'il est en stage avec ses athlètes. Et il doit être en train de courir par les montagnes, faire des footings de 4 heures, des sorties de vélo de 6 heures, donc tout va bien. Voilà, moi je voulais juste partager cette expérience, c'est surtout pour souligner, moi j'ai un truc que je voudrais souligner quand même, parce qu'on est dans un pays où, pas culturellement, parce que dans la ruralité on se plaint pas, mais et encore j'ai pas de télé donc je vois pas bien, mais je sais que globalement on est assez critique, ou on se plaint, ou c'est toujours trop cher, ou on peine à payer des impôts et tout, mais n'empêche qu'on a un système médical, on a été pris en charge avec Antoine, déjà lui il a été pris en charge dans un premier temps, pour faire un cheminement pour aller jusqu'au 3 février, et après moi j'ai été pris en charge du 3 février jusqu'au 14 juin, et après le jour du 14 juin, mais il faut le nombre de médecins, d'infirmières, de personnes bienveillantes, d'aides-soignantes, de tous ceux qui nous accompagnent pour cette épreuve, parce que c'est quand même une épreuve, hein. C'est un stress pour le patient parce qu'il faut que ça fonctionne, c'est un stress pour le donneur parce qu'on n'a pas envie de se louper. Et du coup, voilà, dans mon témoignage, au-delà de la belle réussite, et puis, vous l'aurez compris, de la belle aventure humaine d'un père avec son fils, ça c'est le top. Déjà qu'on partageait tout le reste, donc forcément ça vient consolider cette relation, mais je voulais surtout souligner la compétence, la bienveillance, et cette médecine française où effectivement il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui font progresser la médecine, qui font que justement tout s'est bien passé, qui font qu'on est resté 3 jours au lieu de rester 3 semaines ou 1 mois il y a 20 ans, qui font qu'ils m'ont opéré par le nombril et qu'il n'y a quasiment pas de cicatrice, alors qu'avant ils coupaient les 2 flottantes et qu'ils passaient sur le côté. Enfin, on pourrait rentrer dans des détails, mais le progrès de la médecine, cette bienveillance pour justement que les malades et ceux qui donnent, ils aient le moins d'impact possible, je voudrais le souligner et le rendre hommage très sincèrement. Et donc du coup les applaudissements, vous n'allez pas les faire pour notre histoire parce qu'elle est rigolote, pour le coup, puisqu'on est tous les deux là et qu'on partage déjà la passion du ski et cette histoire de rein là. Mais je voudrais que tous les applaudissements que vous allez les faire pour les équipes médicales qui, au quotidien, font avancer la recherche, prennent soin des malades et font en sorte qu'il y ait des belles histoires comme ça qui existent. Merci à vous. À Picherande, on est une toute petite commune, mais on a le sens de l'hospitalité, donc du coup, professeur, pour votre venue, pour avoir pris du temps sur le week-end et sur votre... Je sais que vous aviez un rendez-vous familial, donc du coup, voilà, vous ne repartirez pas les mains vides. Gentiane, brioche de top de chez la Jeanne, enfin voilà, tout ce qui est toute l'ADN de Picherande. Et j'en suis le témoin, c'est un ADN qui nous profite. Voilà, comme ça, vous allez déguster et je vous remercie en tout cas au nom des associations, tous les participants du jour, toutes les associations de Picherande et extérieures à Picherande qui sont là aujourd'hui, tous les acteurs de cette journée, tous les acteurs de ce beau territoire, les bénévoles, les associations, les élus, les professionnels de santé. Au nom de tout le monde, je vous remercie très sincèrement de votre venue, de votre témoignage, de votre soutien et puis voilà, bon retour et puis continuez, vous êtes... Voilà, il n'y a pas de mots, merci, un grand merci en les têtes majuscules.